Donc on a voulu faire cet atelier sur les suicides et la souffrance au travail. Sont les suites du procès France Télécom notamment, et la situation actuelle en France qui fait ressortir ces éléments de souffrance au travail un peu partout. Je pense qu'il faut, pour bien comprendre pourquoi il y a ce procès France Télécom et pourquoi aujourd'hui tout ça ressort, il y a un cadre juridique sur la souffrance au travail, donc je vais l'expliquer très rapidement. Les premiers des représentants du personnel, c'était dans les mines, au début du XXe siècle, puisqu'il y avait beaucoup d'accidents graves dans les mines. Donc c'est ça qui a donné naissance aux délégués du personnel, à la représentation du personnel. Et donc plus d'un siècle de lutte et de lutte ont donné lieu donc à plusieurs dispositifs qui étaient censés lutter contre les risques, ce qu'on appelle qu'on crée la législation sur les risques professionnels qui existe en France, avec notamment en 1984 la création des CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Cette instance avait donc la personnalité morale et la capacité d'aller au tribunal en tant que personnalité morale pour aller contester les décisions des entreprises et les organisations du travail. Même si c'était très technique et que ça a peu fonctionné, en réalité, il y a très peu de CHSCT dans peu d'entreprises qui ont réellement fonctionné. C'était déjà trop pour le patronat, puisqu'on est arrivé avec toute une jurisprudence de la Cour de cassation, donc la haute cour en France, pour les traducteurs, la Cour de cassation, qui, au bout d'un moment, a établi le fait que tout accident du travail est un échec. Ce qu'on appelle l'obligation de sécurité et de résultat. Et donc le législateur, dans les années 2000, il s'est posé la question aussi ce qu'ils ont appelé les risques psychosociaux, c'est-à-dire la souffrance au travail, en fait, qui pouvait déboucher sur des suicides sur le lieu de travail, qui sont de fait des accidents du travail. Si on se suicide sur un lieu de travail, à cause du travail, c'est de fait un accident du travail. Donc c'est là que dans les années 2000, avec une obligation vers 2010 de faire de la prévention également sur ce qu'ils ont appelé ces risques psychosociaux, c'est-à-dire la souffrance psychologique sur le lieu de travail. Évidemment, les risques psychosociaux, c'est un terme du MEDEF, c'est un terme patronal, puisque dedans, il n'y a pas le travail qui apparaît. Risque psychosocial, où est-ce qu'il est le travail dedans? Ça permet au patron, à chaque fois qu'il y a des suicides ou qu'il y a des choses graves, d'estimer qu'il y a des causes extérieures au travail qui sont responsables de la situation. Donc moi, j'ai fait mon propre acronyme, j'ai appelé ça les SCOT, la souffrance causée par l'organisation du travail. Voilà. J'essaye de le populariser, donc j'en profite ici. Donc Macron, avec la loi Macron 2, la loi Pénicaud, donc la dernière loi qu'il a sortie sur le travail, a supprimé évidemment les CHSCT, puisque on arrive dans une situation où on se rend compte que de toute façon le patronat veut échapper à toute responsabilité qui serait un frein à la productivité et à ses bénéfices. Je ferais même le parallèle avec les États-Unis, avec Trump qui a relancé l'emploi en abaissant les normes environnementales. En France, Macron essaye de relancer l'emploi en abaissant les normes de prévention des risques professionnels. On est évidemment sur un problème politique. On n'est pas sur un problème de syndical ou d'organisation du travail, puisque c'est généralisé et que c'est une volonté politique. Donc on est bien sur un problème politique, une politique d'abaissement de la prévention, d'abaissement des coûts, puisque prévenir les risques, ça a un coût. Et c'est un frein en plus ça peut avoir des retombées par la suite, on le voit avec le procès France Télécom. Donc évidemment, le patronat veut échapper à tout ça, donc c'est bien un problème politique qui est, à mon avis, pas assez traité par les syndicats qui se positionnent en dehors de la sphère politique, malheureusement, quoi. On est dans les violences sociales, on avait parlé de ça avec Pierre la dernière fois. Il y a les violences, dans la grande famille des violences sociales, on a les violences policières, les violences judiciaires, avec les comparutions immédiates, par exemple, on a vu pour les gilets jaunes où ils sont frappés durement par des peines anormales, et les violences professionnelles. Donc là, on est dans les violences professionnelles, et dans ces violences professionnelles, je dirais qu'il y en a deux. On en a parlé avec Vincent. Il y a deux familles encore. Ce seraient les violences professionnelles voulues, qui ont un but précis. Comme à France Télécom, c'était éliminer 22 000 fonctionnaires. On va venir à la SNCF après. Et les violences professionnelles qui sont des conséquences justes des gains de productivité. Et ça, c'est Vincent qui en parlera dans sa partie qui est dans le privé, quoi. Alors pourquoi la SNCF, c'est emblématique aujourd'hui?
Parce que la SNCF, c'est un bastion, déjà c'est un bastion syndical, ça a toujours été un bastion syndical, mais pourquoi? Dans le milieu ferroviaire, c'est spécial, c'est un milieu spécial, c'est un milieu fermé. Il n'y a pas d'école du ferroviaire en dehors de la SNCF. La SNCF ne peut pas embaucher des gens qui ont un BTS d'agent de conduite, par exemple, de conducteur de train, ou un BTS d'agent d'aiguilleur. Les aiguilleurs, c'est les postes d'aiguillage, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, agent de circulation, enfin voilà. Ça n'existe pas. La SNCF ne fait que de la formation interne. Le milieu ferroviaire, c'est un milieu fermé, c'est un milieu spécial. Et en plus, la promotion était de la promotion jusqu'à présent, pendant 50 ans, c'était de la promotion interne, uniquement. Donc, puisque c'est spécial, on peut pas, un chef d'établissement, il était issu de la promotion interne, forcément, puisque sinon il ne pouvait pas connaître le milieu ferroviaire. Et donc ça, c'était un frein aux attaques. Les attaques, parce que comme c'est un bastion syndical, il y a eu de nombreuses attaques sur la SNCF de la part du pouvoir, mais ça a protégé pendant longtemps des attaques. Et je pense qu'ils ont cherché longtemps le défaut dans la cuirasse pour essayer de casser cette machine SNCF, ce milieu ferroviaire, quoi, et entrer dedans. On sait maintenant que les attaques, elles ont été pensées de longue date, puisqu'on a des documents qui datent de 2010 ou même d'avant, qui montrent qu'ils ont préparé leur coup. Alors, parce que oui, il y a aussi une autre particularité de la SNCF, bon, les cheminots ils le savent, mais vous ne le savez pas, c'est qu'on n'est pas affilié à la sécurité sociale. La SNCF s'auto-assure. Ça, c'est une donnée très importante, parce que ça veut dire que les arrêts maladie, par exemple, sont payés par la SNCF. Il n'y a pas de cotisation. La SNCF cotise à son propre organisme de prévoyance, qui n'est pas la sécurité sociale, qui est la caisse de prévoyance, mais elle ne cotise pas pour payer les indemnités journalières de la sécurité sociale, qui sont le cas dans le privé. Là, quand on est malade à la SNCF, quand on est en arrêt, c'est la SNCF qui paye directement le salaire. Donc la SNCF s'auto-assure. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on va voir par la suite. Moi, je vais parler donc de Saint-Lazare, hein, puisque je suis de Saint-Lazare, qui a été une région test à partir de 2016. Et on a vu débarquer un spécialiste de la fiscalité des entreprises, qui a été longtemps rapporteur principal du budget du Sénat, qui est passé par la Cour des comptes, qui est venu donc sur Saint-Lazare pour appliquer de nouvelles méthodes, et en fait pour casser du cheminot, quoi. En gros pour casser on a vu par la suite qu'en fait ils ont une politique comme à France Télécom où il fallait chasser 22 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, la SNCF essaye d'éliminer tous les agents au statut SNCF. Le statut SNCF qui est un statut qui n'est pas public, qui n'est pas privé, qui est entre les deux. C'est un statut particulier, c'est pas des fonctionnaires, on n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas du privé. C'est entre les deux, mais on est assimilé fonctionnaire, ce qu'on appelle assimilé fonctionnaire. Mais en tout cas, il n'y a pas de licenciement économique et il y a l'obligation de reclassement. C'est ce qui coûte le plus cher à l'entreprise, c'est ces deux notions-là, l'impossibilité de faire des licenciements économiques et l'obligation de reclassement des salariés. On a des documents donc, qui datent de 2010 qui montrent qu'ils avaient préparé en amont leur attaque, hein, notamment c'est un document soi-disant un document de travail, hein, d'un groupe de travail de cadres du secteur qui parle de l'absentéisme et donc où ils estiment qu'il y a des agents polyabsents. Alors c'est un néologisme, je ne sais pas comment tu vas le traduire. Polyabsents, donc c'est les agents qui ont beaucoup d'arrêts maladie. Les médecins complaisants, c'est écrit comme ça sur le document, hein. L'identification des médecins complaisants. On est tombé sur beaucoup de fichiers illégaux. C'est des fichiers donc, qui ne sont pas autorisés par la loi et qui faisaient ressortir notamment, alors les points principaux, c'est est-ce qu'il est adhérent à un syndicat, est-ce qu'il va faire grève ou pas, est-ce que voilà, et donc ce fichier-là où il apparaît le nom des médecins. Carrément, ça c'est totalement illégal. Là, on a écrit à l'ordre des médecins. Qui a réagi, qui a écrit à la SNCF. Donc voilà, il parle aussi évidemment de développer les contrôles administratifs et également d'objectiver les dirigeants sur l'absentéisme. Il parle des chefs d'établissement, des DUO, pour ceux qui connaissent des DPX. C'est-à-dire donc de fixer des objectifs pour faire baisser l'absentéisme. Et parmi les moyens, c'est aussi l'entretien lors du retour de l'agent. C'est-à-dire prendre ça c'est 2010, hein. C'est appliqué aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire prendre des agents, mettre un peu de pression, de manière un peu subtile,
chaque fois que l'agent revient au travail après un arrêt, s'il y a des arrêts trop fréquents, si c'est une semaine pour une angine, non, mais si c'est des arrêts de trop longue durée ou trop fréquents, on les prend en entretien et on leur fait comprendre que, ou en public aussi maintenant, devant les collègues, on leur dit ah bah tu es revenu, on va pouvoir atteindre les objectifs, ça y est. Voilà. En gros, tant que tu étais absent, on pouvait pas le faire, t'as pénalisé toute l'équipe. C'est le sous-entendu qu'il y a derrière, quoi. SNCF, c'est une entreprise publique quand même, donc elle fait rien qui n'est pas demandé par le gouvernement. Elle obéit forcément aux injonctions du gouvernement. Le gouvernement lui a demandé de faire des gains de productivité. Donc dans ces gains de productivité, comme on l'a vu, puisque c'est elle qui paye les arrêts maladie, si elle en paye moins, c'est un gain de productivité net. Donc il y a une pression qui est exercée. La souffrance au travail, elle commence aussi là-dessus. Il y a une pression qui est exercée sur les agents absents, même pour des absences justifiées par des arrêts maladie. On en est même dans une situation où on convoque les agents pendant leur arrêt maladie pour négocier leur licenciement. Ça a commencé par une politique de déqualification des postes, parce que comme ce sont beaucoup de postes SNCF, ce sont des métiers très techniques. Un agent de conduite, un conducteur de train, ça va coûter entre 60 000, 80 000 euros, jusqu'à 100 000 euros pour être formé. Un agent d'un poste d'aiguillage, c'est dans les 40, 50 000 euros. Ce sont des métiers très techniques qui sont pas remplaçables, très difficilement remplaçables par les chefs un petit peu, mais voilà. Alors, et d'autres métiers comme les agents commerciaux, les agents des gares, c'est plus facile à déqualifier. On a commencé par les déqualifier, notamment en fermant les guichets. Parce que la seule chose qui était un peu qualifiante, c'était de tenir le poste de vente avec la caisse, l'argent, il fallait faire un fond de caisse, il fallait connaître le logiciel de vente. Donc tout ça, c'était un petit peu, ça demandait quelques qualifications. Et il n'y a jamais eu vraiment beaucoup d'intérimaires ou de CDD à la SNCF avant 2016. C'est en 2016 qu'il y a une arrivée massive, et c'est là aussi qu'ils ont préparé leur coup, c'est qu'ils ont arrêté d'embaucher à partir de 2011-2012, sur Saint-Lazare notamment, voilà, et qu'en 2016, quand ils amènent quand le fameux mec de la Cour des comptes, il arrive pour réorganiser, ils font rentrer à peu près 50% d'intérimaires, puisque les postes ont déjà été plus ou moins déqualifiés, il y a beaucoup moins de guichets, il y a beaucoup plus d'accueil. Quand on fait de l'accueil, du renseignement en gare, on peut le faire avec un simple téléphone. La SNCF fournit le téléphone avec le logiciel, avec l'application. L'application, tout le monde peut l'avoir sur son téléphone. Donc l'agent qui va renseigner, il fait pas autre chose que ce que ferait le voyageur qui va aller voir son propre téléphone, son application. Donc le poste, il est plus qualifié. On peut mettre n'importe quel intérimaire qu'on va former en 24 heures ou en 48 heures. On voit aussi dans les fichiers qu'on a trouvés, les fichiers illégaux, que c'est pas la qualité de travail qui est importante. Ce qui est important, c'est la docilité, la servilité. Il y a par exemple, il y a un fichier qui est très intéressant avec un code couleur vert, jaune, rouge. Vert, on déroule sa carrière. Rouge, on est stoppé. Et on voit que voilà, il y en a un par exemple en vert, c'est écrit très juste en sécurité, mauvais en production, mais retour important sur le collectif, soucieux de son image, plane un peu, il est en attente de son évaluation, pas au niveau, en majuscule, facilement impressionnable, oui, lui il va dérouler sa carrière. Et un autre en rouge, c'est grande intelligence, méfiant, fort leadership sur le collectif et les agents, à surveiller, CGT, point d'interrogation, bon en sécurité, très bon en production, potentiellement gréviste, râleur, dangereux en majuscule. Non, lui, il n'aura pas de déroulement de carrière. Donc on voit que celui qui est mauvais, il va dérouler parce qu'il est servile, docile, soumis et soucieux de son image, alors facile à manipuler. Voilà, donc on voit que ça crée de la souffrance. Pourquoi ? Parce que on est défini par notre image sociale, elle est fortement définie par notre travail. Et plus on est investi dans son travail, plus on est soucieux de la qualité de son travail, plus on a de la conscience professionnelle, plus on va être atteint on va être dévalorisé par un travail mal fait, un travail qui va être de peu de qualité, et les pressions qu'on va subir sur la dévalorisation de son travail va nous dévaloriser psychologiquement aussi. Donc on voit qu'il y a donc déqualification des postes, des promotions qui sont liées à la soumission et pas à la qualité de travail. Il y a également donc une chasse aux militants syndicaux qui ont été écartés. À partir de 2016,
ils ont donné beaucoup, sur Saint-Lazare, ils ont donné beaucoup de mutations, ils ont accordé beaucoup de mutations aux militants syndicaux qui avaient demandé à changer d'endroit, à changer de métier, parce que la SNCF, on peut aussi changer de métier, on peut partir en formation, etc. Donc ils ont fait en sorte de déshabiller un peu les équipes syndicales pour avoir le champ libre. Et donc il y a eu en 2017, en mars 2017, le suicide d'Édouard Postal, donc à Paris, à Saint-Lazare, donc qui était, on va dire, une forte tête, un militant syndical et une forte tête et qui se laissait pas faire, et qui était en plus agent de maîtrise, donc un mauvais exemple pour l'encadrement. Et donc ça a été une des premières victimes, mais même en 2016, il y a eu une tentative de suicide d'une collègue travailleuse handicapée qui a aussi subi beaucoup de brimades. Alors, il faut savoir que l'entreprise signe en interne, il y a un accord d'entreprise sur le favorisant l'emploi des travailleurs handicapés, c'est ce qui est écrit sur le favorisant l'emploi des travailleurs handicapés. Donc d'une main, l'entreprise va signer un accord qui potentiellement aide les travailleurs handicapés à trouver leur place dans l'entreprise, mais d'un autre côté, elle licencie beaucoup de travailleurs handicapés et elle exerce beaucoup de pression et beaucoup de discrimination sur les travailleurs handicapés. Pour ceux qui ne savent pas, je suis moi-même en procédure de licenciement, puisque je me suis mis à genoux devant ma direction, enfin devant mes chefs, pour dénoncer cette soumission qui est demandée aux agents, parce que une autre façon de chasser, de provoquer des démissions ou des départs négociés, c'est ce qu'on appelle réduire le confort des postes. Réduire le confort des postes, c'est un exemple simple. Pour les parents isolés comme Linda ou Vanessa ou d'autres personnes, Mélanie qui n'a pas pu venir, c'est par exemple pour les parents isolés ne pas faciliter les horaires, refuser systématiquement des horaires qui permettraient de faciliter la vie des parents isolés. On sait très bien, c'est prouvé qu'une mère isolée avec des enfants, elle va s'épuiser physiquement, moralement. Toutes les études le montrent beaucoup plus que quand c'est un couple qui gère les enfants. C'est normal, c'est mécanique, mais c'est prouvé par les études. Et donc, forcément, elle va avoir aussi plus d'arrêts maladie. Tout ça, c'est à la SNCF, mais c'est applicable à la Poste, dans l'éducation nationale, puisqu'ils ont estimé que j'avais pas la posture de l'agent de maîtrise. Si vous avez traduire ça, j'avais pas la posture de l'agent de maîtrise. Et on voit, quand j'en ai discuté avec des gens, des profs de l'éducation nationale, on leur reproche aussi beaucoup des postures. Donc, ce sont des techniques qui traversent plusieurs entreprises, notamment aujourd'hui la fonction publique, et pour chasser les titulaires, pour éviter que les vacataires dans l'éducation nationale deviennent titulaires, soient titularisés. Ils sont titularisés au bout, je sais plus, de 4-5 ans, un truc comme ça. On leur dit qu'ils n'ont pas la posture, il faut qu'ils reprennent à zéro et qu'ils restent vacataires, quoi. Voilà, tout ça c'est pour précariser aussi, quoi. Il y a deux reproches principaux qui m'ont été faits, donc la posture et que j'étais anxiogène. Voilà, pour traduire ça, donc créateur d'anxiété, quoi. Parce que je créais de l'anxiété chez mes collègues. Et donc c'est là que ça devient intéressant, parce que qu'est-ce qui crée de l'angoisse? On me dit carrément que je crée de la souffrance. C'est ça que ça veut dire, anxiogène, c'est que je crée de la souffrance. Donc c'est là qu'on s'est posé la question qu'on a fait une campagne, je ne sais pas si pour ceux qui ont suivi, on a fait une campagne donc avec l'aide de Révolution Permanente sur la souffrance au travail à la SNCF, pour dire qu'est-ce qui est anxiogène. Est-ce que c'est les représentants du personnel, enfin moi ou les représentants du personnel, ou est-ce que c'est l'entreprise qui est anxiogène? Et c'est là qu'on a fait cette campagne et que des lignes sont ressorties, des lignes directrices comme par exemple les parents isolés qui se retrouvaient en situation de souffrance. Un autre exemple concret que je trouve très intéressant dans le fait de réduire le confort des postes, c'est un collègue que j'ai accompagné qui a demandé un mi-temps, parce qu'il a un enfant de moins de 3 ans, donc c'est la loi, ils ne peuvent pas refuser qu'il demande un temps partiel. Donc ce temps partiel, il donne droit à des congés supplémentaires, et sa femme habite à l'étranger. Et donc quand il essaye de poser 6 mois de congé et travailler 6 mois pour pouvoir partir donc voir son épouse à l'étranger avec sa fille, on lui dit que c'est pas possible. Alors Linda a dû connaître ça aussi, parce que Linda a 80% aussi avec ses enfants. Donc alors que c'est plus facile de remplacer, de mettre un intérimaire sur 6 mois que de saupoudrer des congés sur toute l'année. C'est plus facile de prendre quelqu'un pour 6 mois, mais non. Et là encore, c'est là où c'est aussi intéressant,
c'est que la SNCF a un accord national, un accord d'entreprise sur le temps partiel. Donc pareil que pour les travailleurs handicapés, il y a une hypocrisie qui est pas contestable de mettre en place un accord national pour favoriser certaines choses et derrière faire en sorte qu'on puisse pas utiliser cet accord, parce que ça reste assez flou, faut pas que ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise, faut pas que ça gêne la production, etc. Et quand on s'est retrouvé devant la direction pour ses collègues, bon, tu ferais une traduction rapide, hein, nous ont dit, c'est aux salariés de s'adapter à l'entreprise. C'est pas à l'entreprise de s'adapter aux salariés, quoi. Voilà, donc on le laisse pas profiter, on le laisse pas, on fait tout pour c'est mesquin, c'est de la mesquinerie, et je pense que Linda a vécu les mêmes choses, de contester en permanence des choses un peu équivalentes, contester en permanence, par exemple, les dates qu'il demande, en lui disant non, c'est pas possible, alors qu'il n'y a rien qui dit, c'est absolument possible, quoi, mais on se là pour réduire le confort du poste et pour que la personne, peut-être à un moment donné, elle parte, qu'elle démissionne, quoi. Il n'y a pas que les tentatives de suicide ou les suicides, hein, il y a toute une pathologie, une famille de pathologies, parce que les suicides, c'est ce qui fait le côté médiatique, mais il y a toutes les dépressions, bien sûr, énormément de dépressions liées à tout ça. Quand on fait l'effort de prendre un mi-temps, par exemple, et qu'on se voit exprès, qu'on empêche de profiter de l'effort qu'on a fait de prendre un mi-temps, c'est réduire son salaire, diviser son salaire par 2 quand même. Quand on a un enfant, c'est pas rien. Ça veut dire c'est un effort financier quand même, et que derrière on peut pas profiter de ça pour avoir une vie de famille correcte. Évidemment que ça atteint, ça rend dépressif. Donc il y a toute une famille. Il y a évidemment les insomnies, l'eczéma, les maux de dos, les pertes de cheveux, l'amaigrissement, parce que on parle beaucoup des suicides, mais voilà, je pense qu'il faut dire qu'il y a pas que ça. Et évidemment, quand il y a quelque chose de grave, comme une tentative de suicide, une collègue qui a fait une tentative de suicide en 2017, la direction, sur procès-verbal, estime bien sûr que ça n'a pas de lien avec le travail, puisqu'elle a été témoin des attentats du Bataclan en 2015. Voilà. Ils le mettent noir sur blanc, ils l'écrivent noir sur blanc dans leur le procès-verbal, quoi. Ce qui est inquiétant sur la SNCF, c'est que on s'attaque à une entreprise où on rentrait pour la vie. Hein, c'est-à-dire que les cheminots, depuis la création de la SNCF, c'était une entreprise qui était là pour fidéliser, justement, avec des bas salaires. Les salaires SNCF sont très bas, mais des conditions sociales qui fidélisaient les cheminots, justement, pour éviter cette fuite de compétences et de formation, puisque la formation est uniquement en interne. Il fallait pas que les cheminots, après avoir été formés, après que l'entreprise ait investi de l'argent sur la formation, partent ailleurs. Donc, il y avait toutes ces conditions sociales dans l'entreprise. Enfin, il y avait toutes ces conditions sociales dans l'entreprise qui faisaient que on rentrait pour faire carrière pour la vie. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à des gens qui sont rentrés dans l'entreprise en sachant qu'ils seraient jamais riches, mais qui avaient besoin de cette sécurité. Donc, je pense là, ça c'est mon point de vue, mais je pense pas me tromper qu'en plus c'est une population qui va être plus sensible et plus facilement déstabilisée par toutes ces techniques de mise en inconfort, de brimade, de discrimination, etc., qui poussent les gens à la sortie et, comme dirait Lombard, président de France Télécom, ou par la porte ou par la fenêtre. Voilà, c'est pour ça que c'est très dangereux, quoi. Et après, je passerai la parole à Vincent. La seconde intervention que dans le débat sur la question de la souffrance au travail. Alors, au-delà du simple concept, parce qu'il y a eu des concepts, les premiers concepts qu'on connaît très bien, qui datent de l'après-guerre, c'était le concept en termes de production, ce qu'on appelle le taylorisme, qui a été appliqué aux États-Unis dans les usines Ford, hein, du secteur automobile, qui était de casser un peu, que chaque tâche pour chaque ouvrier soit séparée en fait du ce qu'on appelle le produit, enfin ce que tu fais à la fin. Donc ça veut dire qu'il fallait surtout pas penser, il fallait juste travailler. Donc tu fais tes opérations, tu fais tes boulons, tu sers tes boulons et tu fais surtout pas autre chose et tu réfléchis pas. Ensuite, il y a l'autre concept qu'on connaît plus aujourd'hui, ce qu'on appelle le lean management,
qui est aussi connu sous le nom toyotisme, parce que ça vient du système Toyota, qui consiste au contraire donc de continuer à intensifier les charges de travail, de supprimer des pauses de travail, bien sûr, et surtout d'intégrer de plus en plus les salariés au processus dit de production. Et surtout sur la question, ce qu'on appelle le lean management ou bien le toyotisme, il y a un très beau bouquin qui date de 73, qui s'appelle Toyota, l'usine du désespoir, qui retrace très bien ce qu'on vit aujourd'hui dans les entreprises. Alors bien sûr dans le secteur automobile, chez Renault et chez PSA, prendre les constructeurs qu'on connaît le plus. Mais aujourd'hui, on se rend compte aussi que cette façon de travailler génère bien sûr une souffrance terrible, avec des dépressions nerveuses, du burn-out, mais aussi surtout des suicides. On l'a vu parce que dans le secteur de la SNCF, justement, on le voit bien, parce qu'il y a quand même eu 57 suicides à la SNCF, il y a eu France Télécom, il y en a eu également chez PSA en 2007, il y en a eu 5 bien sûr en termes de... Mais aujourd'hui, vu le niveau de précarité qui est énorme, je prends le site de PSA Mulhouse, là où je travaille, il y a 1300 précaires, il y a un ouvrier sur deux qui est intérimaire par exemple. Parce que comme la politique de précarisation, parce que le capitalisme, on voit bien aujourd'hui, cherche par tous les moyens, bien sûr, de pouvoir exploiter de plus en plus l'ensemble des salariés. Ça veut dire le peu de garanties encore qu'ils veulent maintenir, comme ce qu'on appelle les CDI aujourd'hui. On se rend compte que sur l'ensemble du groupe PSA, c'est 40 000 intérimaires. Donc c'est énorme, c'est énorme. Il y a des secteurs entiers, alors ce n'est pas le cas encore dans le secteur PSA, mais chez Renault, il y a des usines où les seuls qui sont pas précaires, c'est les chefs d'équipe. Dans les secteurs, tous les autres, c'est des travailleurs précaires. C'est pour ça qu'à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, dans les années 70, quand Renault faisait grève, la France s'enrhumait, qu'ils disaient. Sauf que ça fait un moment qu'ils ne sont pas enrhumés. Parce que justement, il y a une telle politique de précarité et apparemment, c'est le même système. C'est pour ça qu'il y a la nécessité d'organiser un peu les précaires, et ainsi de suite, à une importance capitale pour nous. Parce que sinon, ça veut dire demain, plus grève. Et comme ils externalisent un peu la souffrance, c'est une façon de le dire, ça veut dire que le gars qui craque un peu, normalement, on le met en fin de mission, on le fait remplacer par quelqu'un d'autre. T'arrives pas, le gars il va parler au suicide, il va parler à la dépression parce qu'il sera déjà plus là. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est une façon de cacher les choses. Et puis le dernier point qui a son importance, c'est aussi la politique des directions syndicales sur les questions de la souffrance au travail. Tout à l'heure, Eric il disait qu'effectivement, aujourd'hui, il donne un nom, le terme psychosocial. Alors que le psychosocial, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que souvent, dans les entreprises, que ce soit chez PSA ou bien même la SNCF, je pense, ils mettent des numéros. Le patron, il met un numéro en place, tu souffres, tu vas te suicider, mais tu vas appeler ton patron avant. En final, il y a beaucoup de gens qui font ça, quoi. Donc c'est juste un grand foutage de gueule, si je peux dire. Donc dans ce cadre-là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on le voit, la CGT, son objectif, par exemple, pour prendre l'exemple de la CGT, quand ils parlent de souffrance au travail ou bien, ils disent, voilà, ils appellent, il faut intervenir dans la gouvernance de l'entreprise. Alors moi, je veux bien, quoi. Mais la gouvernance de l'entreprise, ça veut dire de participer au processus de collaboration avec le patron pour pouvoir faire des propositions un peu dans le cadre du dialogue social. Alors aujourd'hui, c'est quoi le rôle des révolutionnaires, bien sûr, dans ce processus-là? Parce que c'est bien que c'est le capitalisme, parce qu'on peut apporter la méthode, que ce soit le terrorisme, le toyotisme, et ainsi de suite, ça reste toujours le capitalisme, qui a l'objectif, bien sûr, de faire un maximum de profit en supprimant un maximum d'emplois, en précarisant le maximum. Nous, on est bien sûr en train de dire qu'aujourd'hui, la précarité doit être combattue, ce qui n'est pas le cas des organisations syndicales, en disant qu'il ne faut plus de précaires, ce qu'on veut, c'est des CDI, que ce soit ailleurs, que ce soit par exemple comme la bagarre sur le statut des cheminots, on disait qu'effectivement, il faut que le statut des cheminots, c'est pas un statut de cheminot, on veut le même statut pour tout le monde.
avec les mêmes règles et ainsi de suite. Alors ça, c'est bien sûr en termes de revendication, et aujourd'hui, on sait que c'est audible chez les travailleurs qui disent qu'effectivement, être précaire, être intérimaire, c'est pas de vie. Souvent, on n'arrête pas de le dire, quoi. Donc il y a ça. Puis aujourd'hui, c'est comme la sous-traitance, parce que qui n'ont pas tu as des collègues, toi tu es PSA, le collègue qui est sous-traitant qui travaille à côté de toi, il n'a pas le même contrat, il n'a pas le même salaire que toi, et ainsi de suite. Voilà. Donc nous, je pense qu'il y a une campagne nationale qui va être démarrée, qu'on avait déjà démarré à plusieurs reprises, qu'on va continuer à démarrer contre la précarité, d'ailleurs qui fait découler effectivement la question de la souffrance au travail. Donc je n'irai pas plus loin là, donc je vais m'arrêter là sur le débat, et puis on va entamer les questions.